Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le mardi 24 mars 2020 et le confinement est toujours de rigueur, tout comme l'information et vos témoignages. Bienvenue dans À l'air libre pour prendre une bonne bouffée d'oxygène. Salut Mathieu, mon cher collègue, comment ça va dans ta cuisine? Est-ce que parfois tu fais autre chose que des émissions? Oui, mais pour moi, le confinement est l'occasion d'expériences culinaires. Promis, je ferai partager mes recettes à la fin de tout ça, hein, mais en attendant, je m'entraîne. On n'est pas encore là. On va parler de la deuxième partie d'À l'air libre aujourd'hui. On va continuer de parler de ceux qui continuent de travailler. Il y a ceux qui sont confinés, puis il y a ceux qui travaillent, de tous les problèmes parfois très importants que ça pose. On les appelle des travailleurs oubliés. On a déjà parlé sur Mediapart des caissières, des postiers, d'autres salariés. Et on va continuer aujourd'hui des livreurs à domicile, des assistantes à domicile, des auxiliaires de vie qui vont nous raconter leur vie sous le coronavirus. Merci à tout à l'heure, Mathieu. Au programme de cette première demi-heure, nos libertés publiques sont-elles menacées sous le confinement? Si oui, à quel point? On en parle dans un instant. Et puis, détour par la Chine, on ira au cœur du réacteur à Wuhan, d'où tout est parti avec le correspondant de France Télévisions sur place, Arnaud Miguet. Enfin, je rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire, airlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, vos coups de gueule. Alerlibre@mediapart.fr, alerlibre@mediapart.fr, et puis covid@mediapart.fr pour vos infos et vos documents d'intérêt général. À l'air libre numéro 5, c'est parti. Est-ce que ce serait pas plus simple de gérer le coronavirus si on était en dictature? Alors, rassurez-vous, je ne mine pas pour qu'on change de régime. Question volontairement provoque pour évoquer aujourd'hui ensemble nos libertés individuelles. Comment concilier l'exigence de démocratie et de liberté avec l'enjeu sanitaire du moment? Pour en parler, Jérôme Mourdeau, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste à Mediapart où tu suis notamment ces questions de près. Olga Mahmoudi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Vous avez co-dirigé avec Raphaël Maison un ouvrage sur l'état d'urgence publié aux éditions Varenne en 2018. Et Nicolas Hervieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des libertés publiques et vous enseignez, y compris à distance, à Sciences Po Paris. Je résume le contexte. Une loi votée au Parlement ce week-end pour instaurer l'état d'urgence sanitaire pour 2 mois. Elle donne des pouvoirs exceptionnels au pouvoir exécutif. La mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être infectées, la réquisition de biens nécessaires à la lutte contre le coronavirus, le droit de limiter par décret la liberté d'entreprendre. Cette loi restreint très clairement la liberté des citoyens. Est-ce un mal nécessaire? Qui s'y colle pour y répondre en premier? Jérôme, peut-être. Peut-être pour introduire, et après je pense que les deux autres invités seront plus compétents que moi pour prolonger et détailler. On était dans une situation où il y avait un texte extrêmement large et extrêmement vague qui s'appliquait, qui était l'article L3131-1 du Code de la santé publique, qui au gros ouvrait au ministère de la Santé tout pouvoir pour réguler la crise, avec quasiment aucun contrôle et aucune garantie. L'intérêt cadre légal à ces mesures d'exception. Et en ce sens, on peut se dire que c'est une bonne idée de fixer donc clairement ce qui est fait dans la loi, les cas, les pouvoirs exactement qui sont transférés du coup du ministère de la Santé publique au Premier ministre, et de les cadrer avec un droit d'information du Parlement et des droits de recours en l'espèce devant le juge administratif. Le problème, c'est un peu les détails. C'est-à-dire la dureté du texte sur certains aspects. C'est au départ le texte qui a été très durci entre la version initiale et ce qui a été finalement voté. Le fait de prévoir des peines de prison des peines de prison jusqu'à 6 mois, d'avoir fait passer la durée de 12 jours à 1 mois. Le contrôle ne se fera que par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, pardon. Donc voilà, dans l'esprit, créer un état d'urgence sanitaire, c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, c'est la dureté du texte et son application, justement, qui permettra de dire s'ils sont allés trop loin ou pas. Olga Mahmoudi, vous vouliez réagir? Oui, alors sur la question de savoir si c'est un mal nécessaire, moi je dirais principalement deux choses qui vont rejoindre en partie ce que vous venez de dire, c'est que de toute façon, les mesures qui sont actuellement en vigueur, donc en particulier sur le fondement du décret du 23 mars 2020, en réalité, c'était quasiment les mêmes mesures qui avaient déjà été prises sur le fondement du décret précédent.
Alors, le décret précédent du Premier ministre est pris sur la théorie des sciences exceptionnelles qui est purement jurisprudentielle et en ce sens, je rejoins ce qui vient d'être dit parce que là, on a un fondement et un cadre légal tout de même à des restrictions des libertés qui sont sans précédent dans tout le droit de la Ve République. Donc, ça donne quand même un cadre légal qui ne sera pas vraisemblablement contrôlé par le Conseil constitutionnel puisque les questions prioritaires de constitutionnalité sont vraisemblablement suspendues jusqu'au 30 juin 2020, mais dont l'application pourra faire l'objet de contrôle par le Conseil d'État, en particulier dans le cadre des 2 procédures d'urgence que sont le référé liberté et le référé suspension, ce qui est prévu dans la loi, mais qui de toute façon était applicable même si la loi ne l'avait pas prévu. Vous dites que c'est sans précédent, mais on a déjà eu l'état d'urgence. Est-ce que l'état d'urgence sanitaire, c'est pire? Qu'est-ce qui est différent dans l'état d'urgence sanitaire par rapport à l'état d'urgence qu'on a déjà connu? Nicolas Hervieux, peut-être? Ou Olga Mahmoudi? Non, vas-y, Nicolas. Olga, continuez. Allez-y. En réalité, ce qui est différent ce sont les restrictions qui sont sans précédent puisqu'elles concernent toute la population, puisque toute la population est susceptible d'être infectée et donc est susceptible d'être un danger entre guillemets pour la santé publique. Donc, ce sont les restrictions qui sont sans précédent. Ce n'est pas la législation d'état d'urgence puisqu'on la connaît bien. En tout cas pour l'état d'urgence entre guillemets sécuritaire, puisqu'il faut le distinguer de l'état d'urgence sanitaire. Donc les restrictions sont sans précédent. En revanche, les restrictions qui sont permises sur le fondement de l'état d'urgence sanitaire sont bien plus importantes que celles qui étaient possibles en réalité lors des précédentes applications d'état d'urgence, puisque les applications étaient plus ciblées, je ne dis pas moins graves, mais plus ciblées, en tout cas sur un groupe de personnes, beaucoup plus restreint en termes quantitatifs qu'actuellement, puisque ça vise absolument tout le monde. Nicolas Hervieux, peut-être une réaction et puis une autre question pour enchaîner. Est-ce qu'il y a d'autres pays en Europe qui se sont placés en état d'urgence sanitaire? Alors, moi, je trouve entièrement ce qui vient de vous être dit, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt à déclencher l'état d'urgence sanitaire et de le créer au moins pour clarifier le cadre légal, qui était quand même très incertain. Cumuler un texte très large avec une théorie jurisprudentielle, c'est toujours un peu hasardeux. Donc, au moins, on a des éléments clairs. Par ailleurs, une fois n'est pas coutume, le débat parlementaire a été un peu moins hystérique que ce qui a pu se passer lors de l'état d'urgence type 2015. Sous la pression terroriste, on a eu des améliorations assez sensibles, notamment grâce au Sénat dans l'encadrement du texte, donc c'est plutôt à saluer. Parallèlement, la grosse différence, c'est la nature de la menace et le comportement d'ailleurs global de la population et aussi des défenseurs des droits et des libertés en général. On est face à une menace qui est objective. On a une crise sanitaire qui est réelle, alors que la menace terroriste, tout aussi réelle, son instrumentalisation pouvait, elle, interroger. Là, il y a une vraie menace réelle qui va cesser, a priori. Moi, je ne suis pas épidémiologiste, mais a priori, on annonce que c'est quelque chose qui va cesser. Donc, on sait que les mesures exceptionnelles ont vocation à s'arrêter aussi. Donc, il y a moins de surréaction parce qu'il y a une adhésion globale de la population à ces mesures. Et parallèlement, on peut dire en l'état qu'il n'y a pas eu de surréaction juridique de la part de l'exécutif qui n'a pas non plus déclenché l'article 16, comme certains, l'article 16 de la Constitution, les pouvoirs exceptionnels dans les mains du président de la République, comme certains l'appelaient de leur vœu. Donc, à ce stade, pour le cadre juridique, il n'y a pas trop d'inquiétude. Ce qui est peut-être plus préoccupant, c'est l'application sur le terrain. Il y a beaucoup de remontées, de comportements arbitraires de la part de policiers qui interprètent comme bon leur semble les règles et qui se sentent légitimes en plus parce qu'ils se sentent touchés personnellement par la menace et en plus la population les soutienne à aller très très loin dans les contraintes et ça, il va être très très vigilant. Pour répondre à votre question sur les autres États, alors oui, d'abord, l'ensemble de l'Europe est aussi touché par ce mal. Chacun réagit diversement, mais on sent un alignement général des États vers la mesure du confinement. On a vu le Royaume-Uni hier de façon assez spectaculaire. Quant à déclencher formellement l'état d'urgence, il y a 6 États aujourd'hui du Conseil de l'Europe. Donc le Conseil de l'Europe, c'est 47 États qui ont activé ce mécanisme de l'état d'urgence auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe, ce qui leur permettra de déroger à la Convention européenne des droits de l'homme, en tout cas d'assouplir certains droits garantis par la Convention européenne. La France ne l'a pas fait. D'ailleurs, on peut s'interroger, est-ce que le déclenchement de l'état d'urgence sanitaire ne justifierait pas que la France
comme elle l'a fait en 2015, 2016, 2017, notifie aussi son intention au Conseil de l'Europe. On verra si elle le fait, mais en tout cas, il est clair que les États sont tous sur le pied de guerre à cet égard. La loi qui a été votée prévoit aussi un contrôle à minima du Parlement. Donc, si je comprends bien, non seulement l'exécutif a plus de pouvoir, mais ils seront moins contrôlés. De manière générale, je me permets de poursuivre, le législateur ne contrôle pas au jour le jour l'action de l'exécutif, mais au moins est-il informé. Celui qui va vraiment contrôler l'action de l'exécutif, ce que disait Olga Mahmoudi, c'est le juge administratif et le Conseil d'État en l'occurrence, dans le cadre de référé liberté, de référé suspension. Là où on peut s'interroger, c'est au regard de ce que le Conseil d'État a pu juger dimanche dernier, puisqu'il a été saisi par un groupe de médecins pour demander un renforcement des mesures de confinement. Et contre toute attente, alors que normalement le juge administratif est censé contrôler les droits et libertés contre l'action de l'administration, là, à front renversé, va enjoindre à l'administration, au gouvernement, d'aller plus loin dans la restriction des libertés, au nom d'une autre liberté, le droit à la vie. Donc, là aussi, la configuration par rapport à l'état d'urgence de 2015, 2016, 2017 change. On a un juge administratif qui ne va pas seulement contrôler l'action de l'exécutif pour éviter qu'elle aille au-delà, mais même pousser en faveur d'une plus grande restriction des libertés au nom d'un droit inverse. Et ça peut poser question. Alors, il y a autre chose qui est envisagée, c'est le traçage numérique des Français. L'Élysée nous a informé ce matin, voilà, on a reçu un message, qu'un comité d'analyse, recherche et expertise, le CARE, allait être instauré, et notamment, je cite les mots de l'Élysée, pour accompagner la réflexion des autorités sur l'opportunité de la mise en place d'une stratégie numérique d'identification des personnes ayant été au contact des personnes infectées. Alors, on ne sait pas encore concrètement ce que ça recouvre. Jérôme, est-ce que à ce stade, tu peux nous en dire un peu plus ou pas encore? C'est très difficile de savoir ce que prépare donc l'Élysée qui réfléchit à ça avec le comité scientifique, mais on peut partir un peu des hypothèses de ce qu'on peut voir à l'étranger. En gros, en France, le débat était pas mal lancé justement pendant les débats sur l'état d'urgence sanitaire par le dépôt d'un amendement au Sénat par Bruno Retailleau, qui réclamait un assouplissement des règles de transfert des données de géolocalisation entre les opérateurs téléphoniques et l'État, un amendement qui avait été rejeté d'ailleurs par le gouvernement. Ce qu'on voit à l'étranger, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de choses qui se passent. En gros, il y a plusieurs dispositifs. Il y a la géolocalisation du téléphone qui est envisageable. En gros, concrètement, on voit où vous êtes et on voit si vous respectez votre reconfinement ou si vous êtes en contact avec des gens. C'est très délicat à mettre en place, surtout que c'est pas fiable. Il faut savoir que la géolocalisation est pas du tout précise, notamment quand on rentre dans des lieux confinés. Ce qui veut dire que quand quelqu'un entrera dans un supermarché, on perd un peu sa trace. Il faudrait mettre confiner toutes les personnes qui étaient dans le supermarché. Pareil pour les transports en commun. On n'est pas capable de dire à côté de qui vous êtes assis dans le bus ou dans le métro. Donc ça impliquerait de mettre en place toute la rame en confinement. Donc ça paraît peu pratique. Et après, il y a l'utilisation des outils numériques, pas dans un truc de traçage, mais comme un bracelet électronique, comme on peut voir à Taïwan, où les gens doivent pointer, ils ont une application, ils éteignent leur téléphone, la police les appelle, et s'ils répondent pas, ils viennent chez eux. Ils ont un bracelet qu'ils doivent scanner avec un code, et là, on est dans un dispositif vraiment très, très contraignant, vraiment très invasif au niveau des libertés individuelles. Alors, et après, il y a pardon. Non, vas-y, termine. Et après, il y a une troisième, dont on va parler, un troisième exemple qui serait peut-être moins intrusif. Ça serait, par exemple, une application comme il se fait à Singapour, où les gens ont une application et qui fonctionne avec le Bluetooth, donc pas connecté en Wi-Fi, donc avec le réseau local des téléphones autour et qui capte les téléphones qui sont autour de vous. Et du coup, les données sont stockées sur votre téléphone et pas transmises à l'État de manière chiffrée et elles sont détruites au bout de 21 jours. Et si pendant ces 21 jours-là, vous déclenchez la maladie, vous appelez les autorités sanitaires qui récupèrent les données et qui contactent les gens que vous avez croisés. Ça serait la solution la plus respectueuse des libertés publiques. Donc, alors, entre ces trois questions, c'est très dur de dire ce qu'ils vont choisir. Oui, alors moi j'ai repéré, justement, je voudrais rebondir sur ce que tu dis sur Taïwan. J'ai repéré le tweet d'un jeune étudiant journaliste américain qui est en ce moment à Taïwan. Il va normalement s'apparaître, je vous le traduis. Mon téléphone qui a été géolocalisé par le gouvernement taïwanais pour faire respecter la quarantaine était à plat, batterie à plat à 7h30 du matin. À 8h15, 4 unités différentes m'ont appelé. À 8h20, la police frappait à ma porte. Voilà, donc cas assez radical
de géolocalisation. Et puis, un autre exemple qui rejoint un petit peu ce que tu as dit et dont on a parlé sur Mediapart, c'est celui de la Corée du Sud. On a écrit là-dessus avec notre correspondant. En Corée du Sud, les autorités refont l'itinéraire détaillé de chaque malade dépisté. Donc ça, c'est couplé au dépistage massif, ce qui n'est pas le cas encore en France, en utilisant l'historique des cartes de crédit, le bornage des téléphones portables, les caméras de surveillance. Les itinéraires sont ensuite immédiatement rendus publics via des alertes smartphones. Et ça, c'est la loi coréenne qui l'autorise depuis une épidémie de MERS en 2015. Et là-bas, visiblement, il y a eu peu de protestations. Une réaction, Olga Mahmoudi ? Écoutez, en tout cas, moi, je suis pas une grande spécialiste du respect aux droits de la vie privée. Peut-être Nicolas pourra mieux vous éclairer sur cette question. Mais en tout cas, dans la législation qui vient d'être adoptée, que ce soit donc la loi ou le décret, il n'y a strictement rien qui permette de penser qu'on va avoir un tel système de traçage ou de récupération des données personnelles des Français. Par ailleurs, il faudrait quand même une décision sérieuse pour récupérer ce type de données. Or, vous l'avez dit, ce sont des politiques qui sont menées en lien avec des politiques de dépistage de la maladie politique qui n'est pour le moment pas du tout menée ni menable apparemment. Déjà, en tout cas dans la loi et dans les décrets, il y a rien là-dessus. Et d'autre part, je ne suis absolument pas certaine que même en période de suspension d'un droit de la Convention et circonstances exceptionnelles, on puisse en France adopter de tels dispositifs sans que le droit au respect privé vienne s'y opposer, tel qu'il est garanti au plan constitutionnel et conventionnel en droit français. Nicolas Hervieux ? Il n'y a pas de base légale aujourd'hui, ni dans la loi sur l'état d'urgence sanitaire, ni par ailleurs dans notre droit pour la mise en place d'un tel dispositif aussi invasif. De même, on peut s'interroger sur la pertinence d'un tel dispositif. Par contre, ce qui est intéressant, si on ne le fait pas maintenant, et ce qui ne va pas être fait en France, ça ne veut pas forcément dire que ça n'a pas d'incidence pour l'avenir. Et c'est ça qui est assez préoccupant. C'est ce que va faire l'état d'urgence sanitaire à notre droit et à notre mentalité, à nos mentalités. Ouais. Avant qu'on tombe dans cette crise, on s'interrogeait beaucoup sur la reconnaissance faciale et tout un tas de dispositifs très invasifs. On crée une ambiance, une accoutumance générale, tout comme les drones mis en place par le préfet de police de Paris actuellement, qui sont justifiés par les circonstances exceptionnelles. Évidemment, une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qui empêchera de le faire en temps normal ? Et puis, finalement, est-ce que ce seront toujours des temps normaux ? C'est ça la vraie question qui se pose. En France, le seul fait qu'on y réfléchisse et qu'on puisse y prêter attention en disant « regardez ce qui se passe dans certains pays, ça peut être efficace », est très préoccupant. Et je ne suis pas très inquiet sur la manière dont la période relativement cadrée temporellement d'état d'urgence sanitaire va se dérouler, parce qu'on a justement ce verrou physique de la disparition de l'épidémie. Je suis plus inquiet sur ce que va faire au droit le recours à ces techniques dérogatoires et surtout les réflexions plus ou moins fantasques et sérieuses qui sont lancées ça et là, sans compter les initiatives individuelles des maires qui s'en donnent à cœur joie en déclenchant des couvre-feux ou en poussant un peu plus dans un agenda qui est bien plus vaste dans les atteintes aux droits et libertés. Vous estimez que les couvre-feux, c'est abusif et que c'est pas nécessaire ? Par exemple, à Mulhouse ? Tout dépend des circonstances, c'est ça la question en fait, c'est les circonstances locales particulières, ça a toujours été un verrou constant. Je vois mal, si on prend juste la situation parisienne, parce que c'est celle que je connais peut-être le plus pour la vivre, on voit mal en quoi le fait d'instaurer un couvre-feu à Paris changerait quoi que ce soit en termes de risque épidémique. Il n'y a personne dans les rues à Paris. J'y suis allé pour des raisons professionnelles en traversant Paris à 4h du mat, il n'y a personne. Et donc, du coup, ça n'a aucun sens. Donc, lorsque le préfet et la maire de Paris disent on envisage d'instaurer un couvre-feu, ce serait super, ça, pour le coup, c'est de l'agitation. Et c'est un peu gênant parce que ça va au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Et c'est quelque chose qui, normalement, devrait être contrôlé, voire censuré par le juge administratif s'il faisait son office pleinement. Olga Mahmoudi, je vous entends acquitter dans mon oreillette. Allez-y. Oui, moi je voulais juste revenir sur la question de la fin quand même de l'état d'urgence sanitaire, parce que on sait qu'on entre facilement, et je crois qu'aujourd'hui personne ne conteste la nécessité d'entrer
dans cet état d'urgence sanitaire, quelle que soit sa forme par ailleurs. Donc on sait qu'on entre facilement. En revanche, on sait aussi, et d'expérience, et là on le sait de manière très récente dans le temps, que c'est beaucoup plus difficile de sortir de ces états d'exception. Et il y a quand même dans la loi sur l'état d'urgence une disposition qui prévoit, parce qu'ils ont quand même modifié l'article L31-31-1 du Code de la santé publique qu'on a évoqué tout à l'heure, et qui permet donc au ministre de la Santé, même quand la catastrophe sera derrière nous, eh bien de continuer à prendre des mesures restrictives afin d'assurer la disparition durable de la menace. Donc ça, très honnêtement, moi je suis pas spécialement inquiète non plus. Je pense qu'on sortira très rapidement, en particulier pour des raisons économiques, de ces restrictions aux libertés. Mais voilà, je ne sais pas dans quelle mesure il y aura une sortie totale et dans quelle mesure on n'est pas déjà très fortement accoutumé à répondre de manière permanente par des régimes d'exception à des menaces qui en réalité sont de plus en plus permanentes, quoi. Voilà. Donc je suis Vous êtes quand même un petit peu sur vos gardes, si je puis dire. C'est-à-dire que moi, je ne conteste absolument pas la légitimité de l'entrée dans le régime. Globalement, les mesures sur le terrain juridique me paraissent pas disproportionnées. Évidemment, il y aura des dérives, mais ça, même s'il n'y avait pas eu d'état d'urgence, il y en aurait eu quand même. Ouais. Donc là, il faut être un peu et tristement peut-être lucide. Ouais, mais en revanche, voilà, je pense qu'il faudra veiller à ce que on sorte. Parce que pour le moment, il y a une espèce de durée de péremption de cet état d'urgence sanitaire qui est assez curieuse d'ailleurs, puisque c'est un dispositif qui est codifié avec une durée de vie prévue jusqu'au 1er avril 2021, pardon. Donc je vois pas pourquoi on codifie un truc qui a vocation à disparaître, c'est quand même un petit peu curieux, d'une part. Et d'autre part, cette date du 1er avril 2021, elle peut être très aisément changée. On a un exemple récent avec la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui ne devait s'appliquer que jusqu'en 2020, et puis on est en train finalement de changer la date d'application temporelle de cette loi. Donc voilà, donc je serais un petit peu plus méfiante éventuellement sur le caractère peut-être très temporaire, et surtout sur le fait qu'il faut être vigilant pour que ça ne soit pas pérennisé totalement dans le droit positif. Alors restons vigilants, il y a un petit truc qui vous gêne, on l'a compris. Nicolas Hervieux, très, très rapidement, si vous voulez réagir en 1 minute maximum, et on en aura plus. En 1 minute, je poursuis et je comprends tout à fait les préoccupations et je les partage. Elles sont d'autant plus légitimes, les préoccupations sur la sortie de l'état d'urgence, qu'on est à une période très particulière où on a très peu de contre-pouvoirs. C'est-à-dire que l'unanimisme général contre la maladie, la peur générale contre la maladie affaiblit les réactions contre les mesures restrictives des libertés, et ça c'est tout à fait notable. Et institutionnellement, on a un Conseil constitutionnel qui s'apprête à ne pas contrôler la constitutionnalité de cette loi pendant plusieurs mois, comme l'a dit Olga Mahmoudi. On a un juge administratif qui n'est pas aussi incisif au nom du droit à la santé qu'il devrait l'être pour protéger les libertés. On a tous les ingrédients pour s'inquiéter et du coup réagir en attendant que se poursuive cet état d'urgence sanitaire. On compte sur vous pour donner l'alerte. Merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau virtuel, le plateau d'Alerte Libre. Jérôme Bourdeau, on te lit dans Mediapart. Olga Mahmoudi, vous êtes professeur de droit public à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Nicolas Hervieux, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris. Merci, bon courage à tous les trois et à bientôt. Direction Wuhan en Chine, c'est de là que le virus est parti. C'est la première ville au monde à s'être confinée dans cette épidémie, et c'est aussi la première qui pourrait en sortir. Pour en discuter, nous sommes avec Arnaud Miguet. Bonjour, ou plutôt bonsoir. Bonsoir Valentine. Vous êtes le correspondant permanent de France Télévisions là-bas. Comment ça va ? Très bien, très bien. On commence à en voir la fin, on voit le bout du tunnel. Donc forcément, ça va mieux. Les journées sont quand même plus. Les semaines aussi, et les mois finalement, puisque ça fait 62 jours maintenant. Et oui, le confinement a été décidé le 23 janvier. Vous avez décidé de rester. Alors, outre vos sujets pour France Télé, on a suivi la vie là-bas avec votre compte Twitter où vous avez tenu une sorte de journal de bord. On regarde et on en parle. On entend les oiseaux, pas un chat à l'horizon. Aujourd'hui, il y a un nouvel avion qui vient chercher des ressortissants européens. C'est un avion qui vient de Grande-Bretagne, qui vient surtout chercher les Britanniques, qui prendra aussi des Français à son bord. Je crois qu'il y en a 38. Tout le monde me pose la question, faut-il partir ou faut-il rester ?
allons-nous partir ou rester? On a décidé de rester pour informer, faire notre travail. Voilà une nouvelle journée à Ouran. Le soleil est de la partie aujourd'hui. Il fait beau. Hier, il pleuvait, il neigeait. C'est un petit peu les 4 saisons ici. Toujours personne, évidemment, dans les rues. C'est sûr que ça donne la chair de poule. Les seuls lieux d'activité sont les hôpitaux, finalement. Et aujourd'hui, il y a un petit peu d'espoir puisque les deux courbes se sont croisées. Il y a plus de gens qui sortent guéris du coronavirus que de gens qui y rentrent. Mais si l'on en croit les chiffres officiels, il y a encore eu aujourd'hui 96 morts dans cette province. Les gens sont toujours terrés chez eux. Ça fait 1 mois exactement que cela dure. 45 jours que nous sommes coincés ici, à Ouran, bientôt 46. La quarantaine va se transformer en cinquantaine. Bonsoir. Et à ce moment-là, vous étiez encore loin du compte puisque donc ça fait 60 jours que vous êtes confiné, Arnaud Miguet. Concrètement, ça se passe comment et à qui ce petit chat? Ah, alors, le petit chat, forcément, le petit chat qui est devenu une star. Le petit chat, c'est un petit chat errant, un petit chat de rue qu'on a trouvé, qui était là. Mais vous savez, depuis 62 jours, donc maintenant, la ville est sous cloche. Les gens ne peuvent plus sortir ou quasiment plus sortir. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné leurs animaux domestiques. On voit des hordes de chiens, on voit de plus en plus. D'ailleurs, on en voit de plus en plus. Il y a des chats aussi. Et là, c'est un petit chat qui est arrivé un jour à nous alors que nous étions en plein tournage. Et depuis, on ne se quitte plus. Bon, c'est une histoire assez mignonne. Concrètement, ça se passe comment le confinement à Wuhan? Je vois que vous portez un masque. Il me semble que c'est une obligation là-bas. Oui, le masque est obligatoire dans la ville. D'ailleurs, dès que nous sommes arrivés à Ouran, on a tout de suite été voir ce qui se passait dans le marché, dans la rue, et on ne mettait pas systématiquement un masque, et on a très vite été remis dans le droit chemin, puisque le masque est une obligation absolue dans cette ville de Ouran, ça ne change pas. Alors le confinement, aujourd'hui, il est assoupli, le confinement. Ça veut dire que les gens peuvent sortir désormais, mais tenez-vous bien, 1 fois tous les 3 jours uniquement, 1 personne par foyer et 2 heures maximum. Ça veut dire que si on sort plus de 2 heures, eh bien on est puni et la prochaine fois on n'a pas le droit de sortir. Et puis sortir, on peut sortir dans les supermarchés pour aller se ravitailler individuellement. Et puis on peut sortir aussi dans les jardins de ces différentes résidences qu'il y a dans la ville, de ces tours d'immeubles. Il y a toujours des jardins et là les gens depuis 2 jours seulement, peuvent aller s'y balader. Donc, c'est toujours un confinement qui est dur ici à Ouran. Et en fait, ce confinement qu'on a présenté aujourd'hui dans les news en France comme un allègement du confinement à Ouran, finalement, ressemble au confinement qu'on vit ici en France. Du coup, à quoi ressemblait le confinement avant qu'il soit allégé? Avant qu'il soit allégé, c'était un confinement absolu, un confinement total. On n'avait pas le droit de sortir de chez soi. Il fallait donc rester à l'intérieur, dans les appartements. On ne pouvait pas mettre le nez dehors. On se heurtait donc sans cesse. En tout cas, les habitants de Ouran, les 11 millions d'habitants de Ouran, ont passé leur temps à se heurter au mur. Et ça dure comme ça depuis le 15 février, lorsque les conditions de quarantaine se sont considérablement durcies. Alors là, ça s'est assoupli en effet, mais c'est un assouplissement tout relatif et c'est toujours beaucoup plus drastique que ce qu'on peut connaître en France. Mais donc les gens ne pouvaient absolument pas sortir de chez eux. Ils étaient ravitaillés par les petites mains du Parti communiste, par les comités de quartier qui organisaient un ravitaillement en nourriture au pied des immeubles 1 fois par jour. Il y avait une liste de courses. Les gens commandaient ce qu'ils voulaient. Évidemment, beaucoup râlaient parce que les prix étaient un peu plus élevés qu'à l'accoutumée, parce qu'il n'y avait pas forcément suffisamment de viande. Et puis, il y avait aussi beaucoup de dons faits par l'État, faits par les différentes provinces avoisinantes. Nous, dans notre hôtel, par exemple, il y a un camion qui est arrivé avec plus de 150 cartons d'ananas. Donc, pendant un petit moment, on a mangé des ananas. Là, récemment, c'est un camion qui est arrivé avec des dons d'une province voisine qui donne dans la pomme. Donc, il y a des tartes aux pommes à l'hôtel. Mais donc voilà, l'État s'est bien organisé logistiquement. Il y a eu aucun problème. Il y a eu aucun problème en Chine. Tout le monde a été nourri, sauf dans les campagnes et dans les campagnes avoisinantes, où là la logistique n'arrivait pas forcément. Et pour ceux qui avaient besoin, parce qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de médicaments,
À ce moment-là, c'était les livreurs de la ville qui allaient chercher dans les pharmacies qui étaient fermées, qui allaient chercher des médicaments pour les gens qui en avaient besoin. En France, quand le confinement a été décidé, on a vu pas mal de gens quitter les villes, notamment Paris, pour se réfugier à la campagne, soit dans des résidences secondaires, soit se mettre au vert. Est-ce que ça a été le cas des habitants de Wuhan? Est-ce qu'ils ont voulu quitter la province du Hubei? Et comment ça s'est passé? Au téléphone, vous me disiez que c'était un petit peu des parias, en fait. Ah oui, tous les habitants de cette province et tous les habitants de la ville de Wuhan sont aujourd'hui des pestiférés et ce sont des virus ambulants putatifs. Les conditions de confinement, en tout cas la quarantaine, le cordon sanitaire qui a été mis autour de la ville de Wuhan, ça a été décidé à 2 heures du matin dans la nuit du 22 au 23. Et il a été annoncé, donc à 2 heures du matin, et beaucoup de gens dormaient à 2 heures du matin, même s'il y avait une rumeur qui courait dans la ville. Beaucoup de gens dormaient, mais il était décidé que le 23 au matin, à 10 heures du matin, les aéroports, les gares et la circulation, ainsi que les transports, tous les transports en commun, allaient être arrêtés purement et simplement. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se sont alors précipités pour prendre un dernier avion, un dernier train ou pour prendre leur voiture. Mais certains ont essayé de partir, mais se sont retrouvés dans des provinces voisines ou tout simplement ne voulaient pas d'eau. Je connais des gens qui ont cherché à s'installer, à réserver un hôtel dans une province en dehors du Hubei et qui ont été repoussés parce que tout simplement les gens de l'hôtel, en se garant au parking, ont vu des plaques d'immatriculation qui indiquaient qu'ils venaient de cette province et qui est aujourd'hui sans aucun doute une province maudite. Enfin, c'est quelque chose qui va coller à la peau de Wuhan désormais pour un moment. C'est une ville que peu de gens connaissaient, c'est une ville qui fut célèbre par le passé. C'était une ville d'industrie, c'était un petit peu la rivale de Shanghai. Il y avait des comptoirs d'ailleurs, il y avait des comptoirs français, américains, allemands au début du XXe siècle. Donc elle était connue pour son industrie et pour son industrie lourde. Elle était un petit peu oubliée, elle est revenue un petit peu parce que c'est une capitale de l'automobile. Aujourd'hui, c'est la ville du coronavirus, sans aucun doute. Et donc les habitants de Wuhan ont tous désormais cette étiquette. Ce sont des parias, des pestiférés. Et alors, est-ce que vous allez l'être? En 2 mots, parce qu'on doit passer à la suite. Est-ce que vous allez quitter Wuhan? Et si oui, quand? Et qu'est-ce qui va vous arriver? Et est-ce que vous allez garder le petit chat? Alors, il a été annoncé que le 8 avril, la ville serait libérée. C'est encore dans longtemps. Il faut encore une bonne petite quatorzaine, en plus des 62 jours. A priori, oui, je devrais pouvoir quitter la ville pour retourner à Shanghai ou à Pékin. Mais là, je ne sais pas très bien ce qui m'attend. Possible une quarantaine, parce que je viens de Wuhan, justement, et parce que je suis aussi un pestiféré. Et là, la question se pose pour le petit chat. Je ne voudrais pas lui imposer une quarantaine dans un lieu inconnu. Donc, nous verrons, mais on y travaille, on y pense. Merci beaucoup Arnaud Miguet, vous êtes le correspondant permanent de France Télévisions en Chine. Bon courage et à très bientôt. Merci. Mathieu, c'est à toi dans un instant. Après cet hommage à Manu Dibango, dont on a appris le décès des suites du coronavirus, sa musique, elle restera. Écoutez l'extrait d'un concert qu'il avait donné en 2017 au Festival de Jazz de Marciac. Manu Dibango, donc décédé aujourd'hui des suites du coronavirus. Merci Valentine. Bonjour à tous pour cette deuxième partie d'À l'air libre. Dans quelques années, quand les historiens raconteront l'histoire de cette pandémie, ils raconteront la crise sanitaire exceptionnelle, les décès, la propagation du virus dans le monde et peut-être ce dont vous avez discuté à l'instant, c'est-à-dire
l'extension possible, probable, de la surveillance généralisée dans nos sociétés, mais il y aura aussi une autre histoire à raconter qu'il ne faudra pas oublier de raconter. Une histoire plus banale, c'est que pendant le confinement, eh bien, en France, des millions de gens ont continué de travailler avec la peur d'attraper ou de transmettre ce virus. Parmi eux, des travailleurs qu'on appelle ubérisés, hein, qui travaillent pour les plateformes, par exemple les plateformes de livraison de repas, ou des travailleurs à domicile, souvent des femmes d'ailleurs, qui gardent les enfants, qui s'occupent des personnes âgées, comme ces jeunes femmes de Périgueux en Dordogne qui se relaient chaque jour auprès de mes très vieux grands-parents, André et Charlette. Je ne suis pas forcément rassuré pour eux en ce moment, je les embrasse, même si Internet, ça n'a jamais été leur truc, donc ils me verront pas. À l'air libre donne aujourd'hui la parole à ces travailleurs, donc trop souvent oubliés au temps du coronavirus, qui méritent attention, mais aussi protection, une protection par rapport au virus, une protection sociale parfois, tout simplement. On va commencer par vous, Jérémy Vic. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes coursier pour le livreur Deliveroo à Bordeaux, donc la plateforme de livraison à domicile Deliveroo à Bordeaux, la livraison de repas en ligne. Hein. Vous êtes cette personne sur le vélo qui va chercher la commande dans les restaurants et qui les livre chez le client, y compris, en tout cas pour vos collègues en ce moment, chez les clients confinés, hein, d'une certaine façon. Alors d'autres enseignes ont arrêté la livraison en invoquant justement la nécessité de ne pas mettre en danger la santé des salariés, de ne pas propager le virus, mais Deliveroo continue son activité comme d'autres plateformes, hein, Uber Eats ou comme la multinationale Amazon, hein, notamment dans les entrepôts, on continue à travailler et nous l'avons d'ailleurs raconté sur Internet sur Mediapart, avec un article de Dan Israël. Dans lequel on apprend que la direction française d'Amazon reconnaît je cite, lacunes en termes de prévention dans ces entrepôts où travaillent des milliers de salariés en France. Bonjour Jérémy, donc à nouveau, comment allez-vous déjà, puisque je crois que vous avez été mis en quarantaine récemment par votre médecin, il y avait de très fortes suspicions de coronavirus vous concernant, donc comment ça va? Ça va mieux. Voilà. Ça fait 2 jours que mon état de santé s'améliore, je tousse un peu moins. J'ai toujours un mal de crâne persistant, des courbatures, et voilà, c'est déjà pas mal. Alors, vous avez la semaine avant de tomber malade et d'arrêter de travailler, justement d'être mise en quarantaine, vous avez livré beaucoup de personnes, vous avez continué à travailler. Ouais. Comment vous voyez la situation des travailleurs comme vous qui continuent à travailler pour les plateformes? Je crois que vous êtes assez inquiet justement du fait que finalement tout cela continue comme si presque de rien n'était. C'est ça, il y a une déconnexion totale de la réalité vis-à-vis, de la part des plateformes et de l'État, parce qu'on continue ce service, mon service du coup aussi qui est basé sur le confort, et il y a une mise en danger qui est accrue, qui est énorme. C'est déjà un métier précaire, on a déjà une mise en danger avec le non-respect du code de la route, parce que voilà, on doit livrer vite, rapidement, et tout, avec un plat qui reste chaud. Et là, c'est encore plus dangereux, quoi. Et aussi, Deliveroo, alors je crois, qu'est-ce qui se passe par exemple pour vous? Parce que vous avez arrêté le travail pendant un certain temps. Qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est-à-dire qu'on sait que les salariés des plateformes comme ça de livraison à domicile ne sont pas considérés comme des salariés, justement, ils sont considérés comme des collaborateurs extérieurs. Il n'y a pas de protection sociale aussi performante, évidemment, que vous êtes finalement indépendant, quasiment. Donc, quel est aujourd'hui, quand on est malade, comme vous, quand on doit s'arrêter, donc les revenus s'arrêtent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a rien. Si en fait on ne prend pas de prévoyance, vu qu'on est auto-entrepreneur, qu'on n'a pas de prévoyance, on n'a rien, en fait, tout simplement. On n'a pas d'assurance maladie. Alors, il y a une assurance maladie récemment qui a été mise en place par Deliveroo, mais les conditions sont très strictes. Il faut que ce soit un arrêt de 15 jours, plus une semaine, avec 7 jours de carence, à 30 € par jour. Donc, c'est vraiment misérable et voilà ce qui se passe, quoi, concrètement. Raison pour laquelle, d'ailleurs, de nombreux collègues à moi continuent de livrer malgré les risques sanitaires énormes qu'il y a en ce moment, quoi. C'est-à-dire, quel est l'état d'esprit de vos collègues en ce moment, alors que tout le monde parle du virus partout? Il y a un sentiment d'abandon, une incompréhension totale, aussi de la part de l'État. Parce qu'il faut savoir que malgré ce que la plateforme peut dire ou l'État, on livre très peu de personnes âgées. Quasiment personne en milieu hospitalier. Ils sont tellement débordés, les pauvres, qu'ils n'ont pas souvent le temps de manger. Et on a un impact qui peut être énorme. Il y a un risque de propagation du virus de notre part, sachant qu'il y a une période d'incubation de 14 jours et qu'on peut être porteur sain, sans le savoir. Du coup, moi, personnellement, depuis les 14 derniers jours, avant que je sois en quarantaine,
j'ai dû livrer 200 personnes environ. Voilà, donc ça peut être énorme, quoi. Il suffit de multiplier ça par le nombre de livreurs qu'il y a en France, Deliveroo, c'est-à-dire 11 000. Voilà, on peut rapidement comprendre ce qui peut se passer. Donc, ce que vous dites, c'est que vous êtes, ce que vous expliquez, un service de confort et donc pas un service essentiel. Donc, vous dites, en fait, il faut arrêter. C'est ça, il faut arrêter. Mais oui, il faut arrêter. Parce qu'on nous fait passer limite pour un service d'intérêt public au même titre que la fourniture d'eau, d'électricité, la collecte des déchets. Sauf que ça n'a rien à voir. J'ai des collègues qui risquent leur vie, du coup, pour livrer un Kinder Bueno, je vous jure, ou un paquet de bonbons. Ça arrivait, on a des captures d'écran. Hein. Donc les gens, l'écrasante majorité des gens qu'on livre, ils sont tout à fait en état de même d'attendre 2 heures, de faire 2 heures de queue pour aller faire leurs courses à Leclerc, suite au manque à la peur de la pénurie, comme on a pu voir. Donc on n'est pas utile en soi. C'est pas quelque chose qui rend vraiment service. Et puis surtout, il y a Pardon. Non, allez-y. Non, et donc il y a ce sentiment, finalement, les gens sont confinés pour se protéger eux-mêmes, pour protéger leurs proches aussi, pour éviter la propagation du virus. Mais les mêmes personnes confinées, du coup, passent commande à des gens comme vous qui, du coup, se retrouvent eux-mêmes à se mettre en danger et à mettre en danger éventuellement d'autres personnes à propager le virus. Ben, c'est ça, parce qu'en plus, Deliveroo a mis en place la livraison sans contact, sauf que c'est jamais respecté par les restaurateurs, aussi par certains livreurs qui sont pas forcément hyper assidus. Donc il y a un risque sanitaire. Voilà un élément extérieur, sachant que nous, on a les sonnettes, les boutons d'ascenseur, les portes, il y a des gens qui refusent de descendre. Il y a trop de paramètres à prendre en compte, en fait, pour garantir vraiment une sécurité sanitaire parfaite, même si le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a, comme je disais, il y a énormément d'incompréhension de notre part. Et nous, on réclame que l'État et Deliveroo créer une indemnisation, voilà, pour nos livreurs, pour qu'on évite de se mettre en danger pour livrer une pizza, quoi. Et on rend pas service aux gens, en fait, en leur livrant à manger et potentiellement en les contaminant et peut-être qu'ils contaminent leurs enfants. On a beau prendre des mesures, on voit bien actuellement que la propagation continue et que ce virus, il y a beaucoup d'inconnus, quoi. Donc vous dites, il faut qu'on pose les vélos, qu'on reste chez nous et qu'on soit finalement indemnisé pendant la période où on doit rester et ne pas être actif justement pour éviter cette propagation du virus et éviter de se mettre en danger. Ben oui, c'est ce qu'on demande, ouais, que le service s'arrête, qu'il y ait une prise en charge, que l'État ait un discours plus clair en ce qui nous concerne. Parce que d'un côté, il y a la Cour de cassation récemment qui a dit qu'un livreur pouvait était salarié aux yeux de la justice. D'un autre, les plateformes continuent en disant qu'on est auto-entrepreneur, donc indépendant. Et donc, c'est un peu un dialogue de sourds, sauf que nous, on a des besoins réels, vitaux, comme tout le monde. On a un loyer, on a des courses à faire. Bien sûr. Et à l'heure actuelle, on n'a pas le choix. Malgré ce qu'ils disent, on n'a pas le choix de travailler, quoi. C'est ça. Et moi, malheureusement, après ma sortie de quarantaine, parce que j'espère que mon état continuera de s'améliorer, je reprendrai le vélo, quoi. Ça veut dire dans quelques jours, probablement, vous remontez sur la selle et vous continuez à livrer. Dans une dizaine de jours, ouais, je continuerai. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, on a appris que Deliveroo, faisant preuve d'un cynisme toujours plus gros, va passer les villes en connexion libre. C'est-à-dire qu'il va y avoir tous les livreurs qui pourront se connecter quand ils veulent. Avant, ils avaient un système d'agenda, en fait, qui permettait de contrôler le nombre de coursiers et d'avoir des commandes régulières. Déjà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, depuis le confinement, on a moins de commandes. Et donc là, le fait qu'ils ouvrent les créneaux à tout le monde, c'est complètement irresponsable. Parce qu'il va y avoir beaucoup plus de livreurs sur la route, donc beaucoup plus de facteurs de transmission potentiels. Et ça, on l'a appris aujourd'hui et c'est mis en place dans 3 jours. D'accord. Et il y a juste une petite question pour terminer. On pourrait parler longtemps parce que cette situation est assez incroyable. Deliveroo a annoncé, je crois, une sorte de fonds de soutien exceptionnel, hein, justement pour ses collaborateurs. On ne dit pas salariés, puisque de fait, vous êtes salarié de fait, c'est ce que je pense, mais en tout cas, c'est pas ce que prétend l'entreprise. C'est quoi ce fonds de soutien exceptionnel? Parce que ça permet à l'entreprise de dire, voilà, on indemnise nos livreurs. Alors voilà, ils proposent d'indemniser les livreurs qui sont touchés par le Covid, dont je fais partie. Il faut savoir que là, on a un groupe où on recense à peu près, on essaie de savoir combien on est. Il y a déjà 19 livreurs qui sont contaminés. D'accord. Ou qui ont des cas de suspicion, donc ça commence à faire beaucoup. Vous parlez de toute la France, c'est 230 € en fait. D'accord. Voilà, c'est 230 € qu'ils proposent pour 14 jours. Donc ça fait 16 € par jour. Donc c'est un salaire, encore en fait, une sorte de salaire de 230 €, une indemnisation de 230 € pour 2 semaines. Voilà, un soutien, si on peut appeler ça un soutien, qui est compensatoire, hein, pour les jours de perdus, mais rien d'autre. Ça correspond à combien de jours de salaire? 230 €, ça correspond à un jour ou deux, j'imagine. Pour
pour un livreur à temps plein tel que moi, et sachant qu'on est une grosse majorité à le faire, hein, c'est pas que des étudiants, notamment ce que Deliveroo dit, et ben ça fait 2-3 jours de salaire, quoi. Merci beaucoup, Jérémy. La rédaction de Mediapart, bien sûr, suit, vous le savez, cette question des travailleurs précaires de Uber, d'Amazon, des plateformes de livraison à domicile de très près. Donc, on va rester en contact. Portez-vous bien et bon courage. Merci. On va maintenant donner la parole aux travailleurs à domicile, plus particulièrement aux travailleuses à domicile, bien souvent des femmes. Magali Mollet, bonjour. Vous êtes assistante maternelle en Seine-et-Marne. Alors, on n'a pas la vidéo avec vous aujourd'hui parce que ça passait pas très bien, un problème de bande passante. C'est pas grave, on vous entend et c'est l'essentiel. Alors, les assistantes maternelles comme vous, hein, c'est bien sûr le premier mode de garde en France avec près de 300 000 salariés. Évidemment, j'imagine que beaucoup de choses ont changé pour vous ces tout derniers jours. C'est la fermeture des écoles, bien sûr des crèches. Alors, normalement, vous gardez 4 enfants. Chez vous en Seine-et-Marne. J'imagine que c'est moins aujourd'hui. Racontez-nous, qu'est-ce qui a changé pour vous ces derniers jours? Moi, j'ai de la chance parce que j'ai des parents employeurs qui ont été très compréhensifs et très intelligents et à qui j'ai fait passer le message en leur disant que moi, j'accueillais les enfants, que ma porte était ouverte, mais que par conséquent, vu les choses, vu comment ça se déroulait, il me semblait plus intelligent que chacun reste chez soi dans la mesure du possible. Simplement, je garde, parmi les enfants que je garde, il y a un petit garçon dont la maman est infirmière, donc évidemment en soins intensifs. Donc évidemment, pour lui, les choses sont un peu plus compliquées, donc je le garde quand sa maman est en service. Son papa travaille dans le paramédical et doit faire du coup des vidéoconférences tout le temps, donc c'est pas possible d'avoir un enfant de 18 mois à côté de lui, donc voilà, donc j'ai décidé de continuer à l'accueillir. Ça reste très compliqué étant donné qu'on a le droit, nous n'avons pas le droit au droit de retrait, nous n'avons pas le droit à la médecine du travail. Nous n'avons pas le droit, si on s'arrête de travailler et si on refuse d'accueillir un enfant, c'est considéré comme un abandon de poste. D'accord. Donc, le parent peut démissionner à tout moment. Les parents peuvent demander à tout moment d'avoir une réduction d'heure. Donc, il faut le savoir, la moyenne en France est à 3 € de l'heure. Donc, moi, je suis payée 3,70 €. Donc, quand vous avez un contrat qui passe de 40 heures à 10 heures, c'est quand même 500 € de moins sur une paye qui est déjà pas très, très lourde. Voilà. Donc, du coup, c'est très compliqué. C'est vraiment très, très compliqué. Là, on passe dans une période où moi, j'estime que j'ai de la chance parce que j'ai des parents employeurs très cool. Mais moi, toutes mes collègues se retrouvent face à des démissions, enfin, sont obligées de démissionner ou sont licenciées ou se retrouvent sans travail. Et j'ai une bonne partie de mes collègues qui pensent à ne plus travailler, à faire autre chose. Oui, c'est ça. Alors, parce qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Parce que comme l'a raconté notre consoeur Nassira El Moedem sur Mediapart ce week-end, journaliste pour Mediapart, il y a eu des consignes officielles, hein, pour être précis, du ministère de la Santé récemment, qui a dit, jusqu'à nouvel ordre, je cite, l'accueil des enfants chez les assistants maternels n'est pas suspendu. Donc ça, c'est ce que dit le ministère de la Santé. Et encore plus précisément, les assistants maternels sont tenus d'exécuter leur contrat de travail. Donc potentiellement avec des enfants qui peuvent être, bien sûr, ils sont souvent asymptomatiques, les enfants, mais portés de virus. Et ça vous a beaucoup inquiété. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Mais c'est compliqué parce que moi, par exemple, j'ai un mari qui peut avoir des troubles de la respiration, j'ai un mari qui va sur ses 50 ans, et voilà, donc quand j'accueille un enfant de soignant, ou j'accueille un enfant tout court d'ailleurs, c'est des risques multipliés. Nous, on nous demande, on nous demande de pas bouger de chez nous, on martèle à la télévision, ne bougez pas de chez nous, etc. Mais ça ne dérange personne que des parents fassent 2-3 kilomètres, voire 10 kilomètres pour venir nous déposer leurs enfants, alors que parfois ils ne travaillent pas, alors que parfois ils sont en télétravail à deux, du télétravail qui parfois permet quand même de s'occuper de son enfant en journée. Voilà, et je prends des risques tous les jours. Et ça, enfin, personne n'en parle, c'est-à-dire que vous entendrez partout alors, je demande pas à être félicitée ou applaudie, hein, loin de là, mais juste à un moment donné, je demande à être respectée. C'est-à-dire que il y a un moment, j'aimerais bien qu'il y ait des parents qui disent ah bah oui, mon enfant, il peut rester chez moi, ou simplement ne pas discuter de me payer à la fin du mois. Ça, je trouve ça, voilà.
alors que je prends des risques tous les jours, au même titre que, en effet, certains soignants qui ne sont pas en première ligne, voilà. Et on n'est pas du tout reconnu. Et pire que ça, c'est-à-dire que non seulement on n'est pas reconnu, mais en plus, on a donc pas ce fameux droit de retrait, on ne peut le demander à personne. Et en plus, par contre, on peut, à la fin du mois, si les parents ont décidé de ne pas mettre leurs enfants, d'être payés qu'à 80% et être considérés en chômage technique. Voilà. Donc, quel est le message que vous souhaiteriez faire passer? Parce qu'on sent bien dans ce que vous dites, il y a aussi ce sentiment finalement d'être vraiment oublié dans la situation présente et vraiment forcé de bosser, quand bien même, y compris pour des raisons très personnelles ou par des raisons familiales qui font que vous êtes inquiète, par exemple, pour un proche ou pour vous-même, pour votre santé. Ce n'est pas possible d'arrêter. Donc, quel est le message que vous voudriez? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il soit fait ou changé de façon très urgente pour les assistantes maternelles? Mais simplement qu'on nous demande notre avis, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'assistantes maternelles qui acceptent de continuer de travailler, qui acceptent de recevoir même plus d'enfants en CDD, des enfants qui n'auraient pas de solution de garde. Moi, personnellement, je ne refuse pas d'accueillir l'enfant de soignant parce que c'est un enfant avec qui j'ai un lien particulier avec lui et que je ne le vois pas aller chez quelqu'un d'autre, se réhabituer pour 3 semaines et voilà, et que j'ai un lien avec cette famille et que c'est normal. Je la soutiens en période difficile aussi. J'ai signé un contrat avec elle. En période difficile, c'est normal que la reçoivent. Mais par contre, qu'on demande aux parents qui ne travaillent pas et qui peuvent garder leurs enfants chez eux de rester chez eux et qu'on demande aux assistantes maternelles si elles sont OK pour risquer leur vie et la vie de leur famille chez elles. C'est quand même inadmissible qu'on demande aux crèches d'être fermées et que nous, on nous oblige, on ne nous demande même pas notre avis. On dit, bah vous, non seulement vous allez les accueillir, mais en plus, vous seriez susceptible d'en accueillir jusqu'à 6. Voilà. Merci beaucoup Magali. C'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages de travailleuses à domicile sur la boîte. Par exemple, on a reçu le mail de Marie-Paul, 64 ans, qui nous a envoyé un message. Elle a 64 ans hein, et elle continue à travailler à domicile. Je crois elle est auxiliaire de vie. Elle nous écrit la situation de confinement que nous vivons à cause de la légèreté, de l'incompétence du gouvernement n'est pas vivable. Et puis elle raconte que elle est aussi diabétique type 2 et asthmatique, une personne à risque donc, mais qu'elle ne peut pas s'arrêter de travailler parce qu'elle doit gagner sa vie et elle s'estime elle aussi pas protégée et pas écoutée. Travailleuse à domicile, c'est votre cas aussi, Odile, vous êtes avec nous, Odile Bernard, bonjour. Bien, moi je m'occupe de personnes âgées, c'est du ménage et c'est des courses, c'est des tas de petites bricoles. C'est que je suis déclarée au CESU. Chaque emploi-service. Peu de personnes font des contrats, donc nous travaillons en fonction du besoin des gens et donc nous sommes payés en fonction du besoin des gens. Le problème est que beaucoup de gens ont peur. C'est des personnes excellentes. Aujourd'hui, une des dames pour qui je travaille a eu 90 ans. Donc nous sommes obligés de faire très attention, de nous protéger et de les protéger aussi. Et en ce sens, c'est difficile. Comment vous faites? Il y a certaines personnes qui ont peur, qui ne veulent pas que nous venions, que je vienne, parce qu'elles ont peur de la maladie. Donc, alors j'imagine que ça va impacter vos revenus à long terme si ça continue? Bah, tout à fait, puisque travail, salaire, pas de travail, pas de salaire. Et au niveau du CESU, il a dit qu'on devait que les gens devaient avancer la somme d'argent, nous payer, même si nous ne travaillions pas, mais c'est pas possible. Les gens ne comprennent pas et donc ne préfèrent que nous ne venions pas et que nous ne soyons pas payés. Ok, merci beaucoup Odile. On a quelques petits problèmes de transmission, donc on va arrêter là, mais on a bien compris le message. En gros, c'est tout simplement les gens pour lesquels vous travaillez ont peur, souvent des personnes âgées, et donc les heures tout simplement se réduisent. On va poursuivre cette discussion justement avec Fabien Pasquereau, qui est gérant d'une société de services à domicile en Vendée. Fabien, bonjour. Bonjour.
Alors vous avez 40 salariés qui sont donc vos employés. On est dans une situation un peu différente par rapport à des personnes qui sont employées directement par des employeurs, des employeurs et des individus. Votre société intervient surtout, je crois, auprès de personnes dépendantes, voire très dépendantes, des personnes âgées, handicapées. La première question, elle est simple. Est-ce que votre activité continue aujourd'hui? Est-ce que l'activité a justement baissé par peur des contaminations des publics, des personnes âgées qui ne veulent pas, par exemple, avoir quelqu'un qui vient à domicile? Ou est-ce qu'au contraire, il faut quand même s'occuper de ces personnes qui sont en situation de dépendance et que du coup, l'activité continue? Et dans ce cas-là, comment elle continue? Oui, l'activité, bien évidemment, continue, hein. La santé primera toujours sur le côté économique, c'est un peu la philosophie de l'entreprise. Les interventions essentielles sont maintenues, hein, coûte que coûte, parce que comme vous l'avez rappelé, nous intervenons auprès d'un public très fragile qui a besoin d'intervention, que nos auxiliaires de vie se rendent tous les jours de la semaine sur une longue période de la journée pour leur venir en aide. Ça, c'est une évidence. C'est vrai que je rebondis sur ce que disait Odile. Il y a un climat anxiogène qui s'est installé, hein, auprès de ces personnes âgées, hein, ça c'est évident. Ces personnes que je nomme amicalement la génération BFM ou LCI, donc qui sont 24 heures sur 24 sur leur écran de télé. Donc j'imagine les informations qui leur passent par la tête. S'instaure aussi un climat anxiogène vis-à-vis de mes salariés qui sont en situation, en difficulté psychologique vis-à-vis de ce climat, à savoir est-ce qu'on est vraiment en sécurité auprès de ces personnes, est-ce qu'on prend les bonnes mesures barrières. Et oui, c'est comme vous pouvez l'entendre ici et là, on a un manque de masques. Le gouvernement a beau dire, a beau crier à hu et à dia que tout le monde a des masques, c'est complètement faux. Moi, j'ai mis en place un système D, hein, un système D à la française, hein, puisque le gouvernement faillit à notre demande. Donc, on se débrouille par nous-mêmes, par la solidarité. Parce que nous, en Vendée, il faut savoir que la solidarité fait partie de notre ADN. Donc, on arrive à avoir des masques. Autrement, vous avez fait quoi exactement? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé et comment vous avez obtenu ces masques? Et par ailleurs, ça veut dire que vous n'auriez pas déclenché peut-être ce système D dont vous parlez, vos employés allaient directement au contact de personnes âgées en se mettant en risque, mais surtout en l'occurrence, puisqu'elles sont peut-être plus jeunes que ces personnes-là, en les mettant à risque, en mettant ces personnes plus âgées à risque. Pour moi, il est hors de question de jouer avec la santé de mes salariés et bien évidemment de la santé de mes bénéficiaires, hein, parce que comme vous le savez, on est tous potentiellement porteurs du virus, hein, des porteurs sains pour la plupart, 95% des porteurs sains du virus, bien heureusement pour nous. Mais pour les 5% restants, comme Jérémy par exemple, qui a contracté le Covid, nous sommes en possibilité de le contracter nous aussi. Donc, sans les mesures barrières, sans les masques, sans les gants, sans le gel hydroalcoolique, ça rendrait des interventions encore plus difficiles. À l'heure actuelle, il m'est totalement difficile d'obtenir du gel hydroalcoolique, on ne sait pas pourquoi, mais okay. C'est ainsi, c'est la remontée de terrain. Personne en France, parce que je suis en contact quotidiennement avec mes collègues sur toute la France, et on a les mêmes difficultés à obtenir ces produits-là qui sont quand même essentiels. Alors justement, quand c'est que, quelle est l'autorité à laquelle vous vous adressez et quels sont les gens aujourd'hui qui ne sont pas en mesure de répondre à votre demande de masque, de gel hydroalcoolique? Voilà, à qui vous vous adressez et qu'est-ce qui se passe? Clairement, on s'adresse à l'ARS, hein, l'agence régionale de santé, ouais. Qui est l'administration d'État dédiée du ministère de la Santé, hein. Eux sont dans l'incapacité de nous obtenir ces produits-là, il faut le dire clairement. D'accord. Ah oui, c'est clair.
Donc moi, j'ai poussé un coup de gueule la semaine dernière auprès de l'ARS des Pays de la Loire et qui a trouvé écho auprès du département de la Vendée. Donc le département de la Vendée, suite à ça, a fait jouer ses relations et a pu nous obtenir 50 000 masques. C'était déjà un beau geste, j'ai trouvé. C'est un beau geste de solidarité. Mais si j'avais pas poussé ce coup de gueule, on n'avait rien du tout, quoi. Faut monter au créneau tout le temps. On a l'impression de ne pas être entendu, nous, les aides à domicile. Je pense que l'État ne mesure pas le potentiel de contamination de nos publics. Je pense qu'ils n'ont pas mesuré. Parce que nous sommes en première ligne de la filière sanitaire et sociale. On est en face des personnes vulnérables. On va de maison en maison, comme le disait Odile, et on ne sait pas ce qu'on trouve derrière une porte. Hein. Franchement, si on ne prend pas les mesures idoines, on se met en danger. Je voudrais terminer par ça. Quel est le message que vous voulez passer? Parce que j'imagine, vous avez eu la chance de trouver des masques, mais il y a plein de services d'auxiliaires de vie ou de travailleuses à domicile aujourd'hui, d'entreprises comme la vôtre, qui aujourd'hui ne trouvent pas de masque, ne trouvent pas de gel hydroalcoolique. Donc, quel est le message que vous souhaiteriez passer? Je voudrais que M. Véran, Édouard Philippe et M. Macron nous entendent les bruits du terrain, à savoir que nous n'avons pas de masque. Messieurs nos gouvernants, réagissez, faites ce qu'il faut. On est un pays comme la France, on a l'impression d'être un pays du tiers-monde. Je sais pas, mais réagissez, quoi. Protégez vos citoyens, vos concitoyens. C'est tout ce que je demande. Voilà. Merci, et ça, c'est fascinant parce que ce que vous dites rejoint le message des soignants, rejoint le message d'autres catégories de populations qui sont au contact comme ça de personnes vulnérables, et c'est chaque jour qui passe, on mesure l'étendue de ce qui se passe et de ce manque en particulier de masques et de protection et de la capacité des pouvoirs publics à répondre à cette demande. Merci à tous les quatre pour ces témoignages très forts. Merci à Christophe Guignot qui m'a aidé à préparer cette émission. Continuez de nous écrire sur alairlibre@mediapart.fr, l'adresse va s'afficher dessous, et évidemment à covid@mediapart.fr si vous avez des informations d'intérêt public sur ce coronavirus. Jeudi, je lance un petit appel parce que jeudi, nous allons consacrer une émission spécialement aux plus vulnérables d'entre nous. Alors, on a parlé des personnes âgées, elles sont très vulnérables, mais il y a aussi d'autres personnes très vulnérables qui sont les migrants, les SDF, sans domicile fixe. Si vous travaillez auprès de ces publics, si vous souhaitez apporter votre témoignage sur ce que le coronavirus a changé pour ces publics, écrivez-nous plus particulièrement pour l'émission de jeudi sur alairlibre@mediapart.fr. Merci beaucoup. Effectivement, on compte sur vous, n'hésitez pas à nous écrire. L'équipe d'Ouvrez les guillemets est confinée, elle aussi, mais elle est mobilisée. Usul et Cotentin se proposent d'explorer le web et de chercher ce que ce moment particulier inspire aux internautes. Voici les confinotes. Attention, message très important. On entre dans la 2e semaine de confinement. Le coronavirus est partout en Europe. Le pic de l'épidémie n'est pas encore arrivé. Donc on doit encore tous agir. Le meilleur moyen pour éviter la propagation. Pour éviter de saturer encore plus les hôpitaux. Et pour protéger nos familles. On l'a déjà beaucoup dit, mais c'est important de le répéter. Ne votez plus jamais à droite. Et à la fin du confinement, dégrader du mobilier urbain en soutien au personnel soignant. Le confinement, ça a eu des effets assez étranges. D'abord, on a vu Macron retweeter le joueur du grenier, on a vu des manifs de gilets jaunes sur Animal Crossing. Et surtout, on a vu des chanteurs qui bougeaient même plus leur cul pour aller aux enfoirés, là, d'un coup, se réveiller, sortir de leur léthargie pour aller se lancer dans la folle aventure des réseaux sociaux. Bonjour. Alors là, c'est compliqué parce qu'on voit que, comme les journalistes de Mediapart, ils galèrent à fond avec son matos. Si je m'éloigne pour que vous voyiez très bien la guitare... Étant donné que je suis tout seul avec mon téléphone, vous ne m'entendez plus chanter puisque le micro, lui, reste sur l'appareil. C'est formidable, Cabrel, parce que toute l'année, il reste chez lui et il fout rien. Là, on dit c'est bon, restez chez vous et foutez rien. Et lui, il dit ah, moi, je vais faire une chanson par jour à partir de maintenant. Pour les amoureux de la guitare, c'est Capot 5. Et pour les amoureux de la coiffure, c'est fait maison. Bon, là, on va pas se moquer de lui parce que c'est un peu le daron quand même, donc on respecte. Et comme quoi, voilà, on respecte des trucs dans cette émission quand même. Ouais, Francis, si tu nous regardes, ne change rien, tu es choupi.
Alors moi j'ai deux passions dans les chanteurs français pas morts, c'est Cabrel et Goldman. Et Renaud aussi t'aimes bien, non? Oui, mais Renaud c'est comme les Rasta blancs quoi, c'était encore acceptable dans les années 2000, mais là faut vraiment passer à autre chose. C'est des pères et des mères, docteurs, brancardiers, aides-soignantes, infirmières, agents de sécurité. Ce qui est quand même marrant, faut lui reconnaître ça, c'est qu'il est mignon. Il chante du Goldman comme nous, c'est-à-dire chez lui, sur son PC, en karaoké, et en plus il arrive pas à faire les notes aiguës comme nous. Et loin des bons discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci. Goldman il est mignon, mais là j'ai failli faire un thread sur Twitter pour dire qu'il était problématique, hein, tu vas voir, j'ai envie de le cancel là. C'est pas sa voix qui est problématique quand même. Non, c'est qu'il dit merci à tout le monde. À tout le monde? À trop de monde. Caissière, éboueur, un cadre, un ouvrier, un routier, un facteur, paysan, PDG. Merci, merci les boulangers, les politiques, les équipages, les cheminots. Ah oui, c'est un peu comme Renaud, mais un Renaud qui tournerait au thé vert quoi. Pour terminer, on a une breaking news d'un camarade pour qui le confinement tourne mal. Souvenez-vous, c'était dans l'épisode 1 des Confinautes. Faudrait une rubrique « Racontez-nous vos histoires ». Franchement. Ah mais si, le site il à refaire, c'est ça. Ouais, bon, solidarité avec Sylvain, coincé avec Ruffin. Sylvain, dans la prochaine vidéo du député, si t'as besoin d'aide, tu poses une bouteille de jus d'orange au premier plan et puis tu tousses 2 fois. Eh bien, regardez ce qui s'est passé dans le live de Ruffin le 21 mars. C'est pour ça que vous n'aurez pas de nouvelles de moi pendant le week-end. Je vais essayer de continuer à bosser. Pourquoi tu mets du produit là? Pourquoi? Ah, sinon on peut la mettre à la fin. D'accord. Les Confinautes, seulement 3 épisodes et déjà une influence nationale. Mais oui, maintenant on veut un coucou de Francis Cabrel. Francis, si tu nous regardes, la prochaine vidéo que tu tournes, au début commence en disant « Bonjour ». Voilà, c'était l'épisode 3. Si vous voulez revoir les anciens épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube OLG Bonus. Et voilà, puis nous on se retrouve demain dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. C'était un ministère sans rien de particulier, dans un gouvernement dont le nom m'a échappé. Il faisait son boulot, soutenir les Condés, les couvrir sans honte, leur faire un petit café. C'était un Marseillais au cœur tendre mais fier. On chantera longtemps le nom de Castaner. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pourrait dire de lui. Il changeait la vie. Merci. Merci Usul et Cotentin, merci à vous de nous avoir suivis. Pour nous écrire, je rappelle 2 adresses, alairlibre@mediapart.fr et covid@mediapart.fr pour toutes les infos de la rédaction. Il faut s'abonner et c'est à suivre sur notre site www.mediapart.fr. Chers internautes confinés, on vous dit à demain pour une nouvelle édition d'À l'air libre. À demain Mathieu. À demain. Prenez soin de vous. Bon, prenez soin de vous et passez une excellente soirée. À demain.